La fille aux yeux rouges s'approche et quelqu'un l'appelle Linori. Elle pose sa main sur son visage, il semble confus, se demandant qui elle est. Le sang jaillit et elle a tué le garçon. Celle-là a duré longtemps. Elle laisse tomber le couteau et tombe dans une sorte de vide. Le garçon se demande s'il a vraiment été poignardé pendant qu'elle pleurait et comment elle connaissait son nom. Au milieu de ces questions, soudain, il se réveille dans la salle de classe, en train de lire un manga. Le nom du protagoniste est Takafuge Linori, 17 ans. Il est confus, ne sachant pas quel était ce rêve, mais il est dans la même salle de classe que d'habitude. Les jours étaient les mêmes, ou du moins ils auraient dû l'être. Soudain, un cercle magique entoure une explosion d'énergie violette envahit la classe entière. Tout le monde se couvre le visage et Takafuge se retrouve alors avec sa main sur le sol, sans savoir ce qui se passe. Il est maintenant à côté de ses camarades de classe, incapable de comprendre comment ils ont atterri là. Évidemment, tout le monde crie de panique, voulant savoir où est passée sa classe. À ce moment-là, un ange apparaît, ordonnant à tous de se calmer. Ils étaient sur le chemin des âmes. Connue comme le vide entre les mondes, et elle était ce que les gens appelaient habituellement une déesse. Ils ont tous été invoqués dans un autre monde pour devenir des héros qui vaincraient le roi démon. Jusqu'à présent, cela semble cliché, mais très bientôt, cela deviendra un peu fou. Les gars sont là, l'air abasourdi, se demandant ce que c'est que cette histoire de héros. Elle explique ensuite qu'ils seront transportés dans un monde appelé Burge, dans un empire appelé Ijin. Les imbéciles restent là, la bouche ouverte, sans rien comprendre. Pendant ce temps, Takafuge ne peut que penser que cela ressemble à l'intrigue de n'importe quelle histoire aléatoire. Cependant, l'ange continue d'expliquer que bientôt il quitterait cet endroit et arriverait dans cet endroit de leur monde. Mais avant cela, ils recevraient tous un cadeau. Sa main apparaît au-dessus de chacune de leurs têtes, et elle leur dit qu'avec cela, il recevra une capacité spéciale. Il devra faire attention à ne pas se laisser corrompre par ce pouvoir et elle guide les gens sur le bon chemin. Elle leur souhaite bonne chance, et la scène se déplace vers le château. Lentement, Takafuge ouvre les yeux et se retrouve dans une pièce avec tout le monde. Une jeune fille à l'air légèrement fatiguée dit que, apparemment, l'invocation a été un succès. Les vieillards qui les entourent font tous la fête, disant que le saint est vraiment fiable. Le monde redeviendrait enfin un endroit sûr. C'est du moins ce qu'ils disent avant de dire à tout le monde tais-toi, un homme se lève et les remercie tous d'être venus au monde. Il s'appelle les Ans, et il est l'empereur de Ijin. Il s'agenouille même et, avec tous les autres, il les supplie de vaincre le roi démon. Takafuge remarque qu'au moins, ils sont traités avec soin. Comme des nobles. À ce moment, un ver portant des pleins pas en avant et demande à sa majesté assez pour agir comme ça. Il dit ensuite qu'il veut demander s'il y a un moyen pour eux de revenir à leur état d'origine. Monde. Quelqu'un s'avance et dit qu'il répondra à cette question. La jeune fille se présente comme Sainte Asia dit qu'ils peuvent effectivement retourner dans leur monde d'origine. Cependant, cela ne serait possible que dans un mois à partir du moment où la pleine lune serait à nouveau dans le ciel. Et ainsi, quiconque n'avait pas l'intention de combattre le roi démon pouvait rester paisiblement dans la résidence royale. Château pendant un mois, puis rentrer à la maison. Notre garçon pense qu'il a l'air d'être un touriste. Voyage pour explorer un autre endroit. Les filles se demandent ce qui va se passer pendant le mois où elle ne sera pas là. Selon l'explication du saint, la chronologie de ce monde ne changera pas, et ils seront renvoyés exactement au même endroit. Notre garçon pense que tout cela semble c'est trop pratique. Quelque chose cloche. Le saint demande alors qui veut revenir après un mois. Et dit qu'il suffit de le dire et que personne ne les en empêchera. Le groupe semble vouloir parler. Mais elle les supplie de sauver son pays et le monde. Takafuge pense que, normalement, c'est le moment où un héros veut faire un pas en avant et déclare qu'il se battra pour eux. Mais ici, c'est le silence, ce qui signifie qu'il semble que sa classe n'a pas de héros. Le gars avec les lunettes dit alors que tout le monde semble un peu incertain et demande s'ils peuvent prendre cette décision plus tard. Le roi est là, les yeux fermés, et notre garçon remarque juste que pour l'instant, tout le monde est plutôt calme.
Leisen dit ensuite que dans un mois, ils pourront choisir ils veulent retourner dans leur monde ou signer un contrat pour devenir des héros ici. Aujourd'hui est un fait, alors ils devraient s'amuser. Notre garçon les remercie et va immédiatement goûter la nourriture. Goûter à la cuisine d'un autre monde est parfait. Il est impatient de découvrir les ingrédients qui la composent. Utilisé dans un monde fantastique, mais soudain le même portail qui est apparu sous ses pieds dans la salle de classe réapparaît. Il suppose que c'est l'œuvre des mages de l'Empire, qui ont déjà maîtrisé leur magie à ce point. Il est vraiment impatient de découvrir tout ce que ce monde fantastique lui réserve. Monde, mais quelqu'un l'interpelle. On veut savoir pourquoi il est le seul à posséder un cercle. Sous ses pieds. Avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passe, il se retrouve au même endroit. Là où il rencontra le saint, le soi-disant chemin des âmes. La blonde apparaît et se présente. Mais semble un peu confus. Il la salue, lui disant qu'ils se sont revus, mais elle lui demande s'il ne s'agissait pas simplement il y a un instant. Il répond que oui. La pauvre fille ne comprend pas vraiment pourquoi. Se passe. Il veut savoir s'il est sur le point d'être convoqué ailleurs et elle dit probablement. Le problème est qu'il y a une règle selon laquelle toute personne qui entre dans cet endroit doit recevoir un talent, elle pose donc à nouveau sa main sur sa tête. Elle lui souhaite bonne chance, mais notre garçon se plaint. Qu'être renvoyé de cette façon est irresponsable. Durant tout ce processus, il se souvient que le cercle précédent était violet, tandis que celui-ci est jaune, des symboles différents. Puis il réalise qu'il est attaché à une chaise, bâillonné, et il comprend. Ce n'est pas le moment d'analyser. Un vieil homme s'approche, disant que l'invocation semble avoir été un succès. Un autre à côté de lui dit que le garçon sera appelé test numéro 12. Le vieil homme s'approche, il semble avoir un œil magique offensif. Étant considéré comme un sujet de test, Takafuji ne s'intéressait pas du tout à cette situation. Il semblait que ces sommations étaient bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Les deux fous sourient et annoncent qu'ils vont maintenant procéder à l'expérience. Il est plus qu'évident pour notre garçon qu'il s'agit d'un de ces scientifiques fous. L'homme s'avance avec un scalpel, disant qu'il est temps de découvrir ce qu'est son œil magique. Le vieil homme explique qu'il existe des archives indiquant que les humains invoquent des êtres venus d'un autre monde. Il développe un œil magique dès son arrivée. Son travail consiste à prouver que c'est vrai. Notre garçon se rend vite compte que ce soi-disant œil magique doit être le cadeau qu'il a reçu du déesse à son arrivée dans ce monde. Le vieil homme tend la main, expliquant qu'il se serait problématique si le garçon avait une crise de rage ou perdait le contrôle. C'est pourquoi vous serez placé sous hypnose. Pendant une seconde, Takafuji sursaute, puis se contente d'observer l'homme. Il lança son cercle magique. Le vieil homme réalisa que non seulement l'effet était minime, mais qu'en réalité, on dirait que ça ne marche pas du tout. Le problème, c'est que c'est censé être une hypnose avancée. Sort. Takafuji trouve ridicule que ce soit ce qu'on appelle de la magie avancée. À ce moment-là, l'autre homme appelle le médecin. L'œil gauche de Takafuji détient l'œil magique du temps, tandis que son œil droit contient l'œil magique de la vérité. L'homme est choqué et célèbre, affirmant que posséder deux yeux d'un tel calibre est extrêmement rare. Aussitôt, ils lèvent leurs outils, affirmant qu'ils doivent commencer les tests immédiatement, car c'est incroyable. Cependant, Takafuji sait que s'il commence une opération sans hypnose, ce n'est rien d'autre qu'une torture. Il ne veut absolument pas que cela arrive et se demande s'il peut s'échapper en utilisant son œil magique. Soudain, un cercle apparaît sous ses pieds. Les scientifiques semblent perplexes, mais notre garçon, et nous savons déjà exactement ce qui se passe. Il apparaît devant la déesse, qui a encore une fois l'air d'un idiot. Elle dit que c'est la troisième fois qu'il lui demande s'il l'aime. Beaucoup. Notre garçon dit simplement que c'est inévitable. Puis il lui demande si elle a la moindre idée de la raison pour laquelle c'est arrivé. Se passe. Elle ne sait pas vraiment quoi dire, admettant que c'est la première fois que quelque chose comme si cela s'était produit, et elle devra enquêter davantage. Takafuji réalise qu'en maintenant il a vu cette femme tellement de fois qu'ils discutent tranquillement.
avec une déesse, mais avant il peut obtenir toutes les réponses, il apparaît devant une jeune fille noble. Et Elf la félicite, disant que c'est incroyable qu'elle ait réussi à invoquer un monstre humanoïde dès son premier essai. Pourtant, notre garçon y est parvenu. Il n'appréciait pas d'être traité de monstre. Dans ce monde, il était traité comme une créature et presque contraint à un contrat de subordination, mais le cercle magique s'est alors réactivé. Il réapparaît devant la déesse qui souriait déjà. Elle lui demande s'il n'en a pas assez de tout ça. Notre garçon elle veut savoir pourquoi l'invocation se répète sans cesse. Elle dit alors qu'elle a une idée, mais elle avait peu de temps, elle devait donc l'expliquer brièvement. Elle expliqua que les cibles d'une invocation doivent avoir une âme forte qui est nécessaire pour traverser entre les mondes. Et il semble que le garçon avait une âme extrêmement forte et rare. Takafuji a dit qu'il n'était même pas un saint ou une bonne personne, il était donc étrange qu'il ait une âme si pure. Elle disait que ce n'était pas une question pureté, mais simplement qu'il était fort. Ce dont il avait besoin, c'était que son âme se lie à l'une de ces mondes pour activer le contrat du héros, et cela cesserait alors. La scène change alors dans un château, où une fille tenant un orbe dit qu'il a maintenant la capacité de voler des capacités. Il est impressionné par la beauté de la jeune fille et, lors de cette 4e invocation, il reçoit un autre cadeau. Il courut droit vers elle pour conclure le contrat du héros, mais avant qu'il ne puisse commencer, la téléportation il fut réactivée. La 5e fois, il fut invoqué par magie noire. La jeune fille était épuisée, transpirait avec ses vêtements déchirés, tandis qu'il apparaissait complètement détendu au sommet d'un château sur la montagne Pico. Lors de la 6e invocation, il fut amené comme le seigneur démon ressuscité, et tous les monstres célébrèrent. Mais maintenant, de retour dans le ciel, l'ange commenta qu'il avait été accumulant des capacités incroyables. Il était impressionné, mais elle lui dit ensuite que la prochaine invocation serait probablement la dernière. C'est pourquoi elle combinerait désormais toutes ses capacités. Et lorsqu'il serait à nouveau convoqué, il devrait vérifier son statut. Il pourrait probablement le voir de son œil droit. À l'intérieur d'un château, quelqu'un accueillit le héros. Il ouvrit calmement les yeux, il se dit, c'est reparti. Mais soudain, il se retrouva avec d'autres personnes dans cet endroit. Un lycéen nommé Ryu Shinzaki et une autre fille nommée Tamaki Kurosawa. Elle a appelé à ses amis et une dernière fille nommée Eloizoge apparut. À ce moment-là, quelqu'un sur le trône prit la parole. Le roi déclara que, selon la légende, ils devaient être des héros. Le protagoniste remarqua que tous ceux convoqués ici se connaissaient, sauf lui. Tout le monde se demandait pourquoi il était convoqué au hasard parmi ces trois-là. Ils se tournèrent tous vers le roi, qui leur demanda s'il parmi eux, il y avait les héros, et lui, il n'était qu'un individu supplémentaire. Les 3 autres ont confirmé, et l'homme dit que c'était la première fois qu'il entendait parler d'une telle chose. Puis une autre fille arriva, demandant s'ils étaient les héros de l'autre monde. Elle se présenta comme la première princesse et s'est personnellement attribué le mérite de les avoir convoqués, leur disant qu'ils devraient leur en être reconnaissants. Notre garçon a immédiatement compris que celle-ci était une de ces princesses excessivement prétentieuses. Elle les informa alors qu'ils étaient désormais au royaume du soleil levant. Un endroit où non seulement les humains existaient, mais aussi demi-humains et démons. De toute évidence, les démons étaient les ennemis menés par le roi démon. Ils avaient leur propre nation et envahissaient tous les territoires. Ce démon m'a semblé vraiment dangereux. Soyez prudents. Vous savez, mortels. C'est pourquoi toute l'humanité s'est unie pour invoquer des héros. Cependant, seules les femmes de sang royal pouvaient le faire, et bien sûr, elle était l'élue. Chaque pays était obligé d'entraîner les héros qu'ils avaient invoqués pour tuer le roi démon. Ils ont dû s'en rendre compte en quel plan brillant. Cependant, Takefuji comprit que leur plan n'était qu'une invoquer un groupe de héros et espérait que quelqu'un s'occuperait de la situation. La princesse leur demanda de devenir plus forts en tant que représentants de ce royaume et tuer ce roi démon sans vergogne. À ce moment-là, Tamaki intervint et posa une question. Cependant, ils étaient censés retourner à leur monde originel. La princesse a simplement dit que c'était impossible.
Après tout, ils devraient se sentir honorés d'être les fiers héros du royaume du soleil et devraient être reconnaissants de leur situation. Notre garçon était furieux, pensant que ces salauds avaient besoin de prendre des leçons de service à la clientèle. Le royaume de Hijin. Le roi leur dit alors de poser leurs mains sur la pierre pour découvrir les talents qu'ils reçurent en héros. La tablette fut apportée, et quand Reiya posa sa main, il a reçu la capacité de rupture limite. Aoi Isoge a reçu la capacité de barrière magique, et Karazawa a acquis une affinité magique. Pendant ce temps, notre cher Takefuji a reçu la capacité de détection. Au moins, il avait une bénédiction, mais vu à quel point cela semblait simple, cela ne ressemblait à rien. Impressionnant. Après cela, les habitants du royaume ont commencé à mesurer leurs talents et leurs capacités physiques et capacités magiques. Ryu possédait des capacités physiques surhumaines. Isowa possédait un talent naturel pour la création. Des bénédictions et une grande puissance magique. Tamaki possédait également de grandes aptitudes magiques, mais il était concentré sur la magie destructrice. Quant à notre garçon, il n'avait aucun talent pour la manipulation magique. Il réalisa qu'il était venu dans un autre monde uniquement pour être plus faible que toutes les filles, et il n'était pas content. À ce sujet. Déjà épuisé, allongé sur le sol, il murmura que cela n'avait pas d'importance puisqu'ils étaient de toute évidence, les vrais héros. Ce soir-là, ils se réunirent dans la chambre de Ryu pour discuter de leur avenir. Aoi regarda autour de lui, se demandant pourquoi la chambre de Ryu était tellement plus grande que la sienne. Pendant ce temps, les filles voulaient savoir pourquoi il était là s'il n'était pas un vrai héros. Celui-là a fait trébucher notre garçon. Décida de ne pas répondre. Tamaki dit alors qu'elle n'était pas vraiment inquiète pour lui, mais le protagoniste a remarqué qu'elle craignait clairement qu'il ne s'implique trop dans cette affaire. Elle était visiblement pas une fille honnête. Ryo a alors dit que sa capacité de détection pouvait en fait être très importante. Takefuji a remarqué que chacun d'eux avait des opinions très différentes à son sujet. Ryo a ensuite dit que même si le garçon était faible, Aoi pourrait simplement mettre une barrière magique autour de lui. Elle a accepté, disant que s'il le voulait, tant mieux. Notre gars pensait juste que pour quelqu'un silencieuse, elle était vraiment mignonne. C'est alors qu'il s'arrêta pour penser qu'ils étaient tous les trois vraiment attirants. 3 personnes chanceuses dans la vie. Tamaki voulut alors savoir si c'était vraiment ils peuvent rester dans ce pays. Ryo allait dire quelque chose quand quelqu'un d'autre a commenté. Que le pays n'était pas mauvais et que le traitement était agréable. Ils ont tous regardé notre garçon qui était signalant l'erreur, silence. Dans son carnet, il avait noté que des gens écoutaient. À leur conversation, il valait donc mieux ne rien dire de suspect. Ils restèrent tous les 3 là. L'air abasourdi alors qu'ils réalisaient que la soi-disant bénédiction de la détection se prouvait déjà utile. Même s'ils n'avaient aucun talent physique ou magique, c'était vraiment une capacité remarquable. Ils pouvaient sentir la présence de personnes ou de créatures au-delà des murs. Par exemple, à cet instant précis, ils savaient exactement qui espionnait à l'extérieur. Lorsqu'il était dans sa chambre, il essayait de garder les servantes étaient parties, mais elles revenaient toujours. Il écrivit alors dans son carnet et demanda à Aoi de lancer une barrière insonorisée. Ça ne coûterait rien d'essayer, et elle serait dans son champ. Le cercle s'étendit, mais elle l'avertit que ce n'était pas très fort et que ça ne durerait pas longtemps. Ryo la félicita, la qualifiant de fille formidable. Elle était un peu troublée. Pendant ce temps, Takefuji venait de réaliser que ces salauds allaient flirter sous ses yeux. Temaki voulut alors savoir pourquoi. Ils espionnaient leur conversation dès le départ. Ryo dit que c'était évident, après tout, ils étaient des héros suffisamment puissants pour détruire une nation, il était donc trop risqué de les laisser sans contrôle. Mais elle a fait remarquer avec colère que cela n'avait aucun sens puisqu'ils avaient été obligés de venir à cet endroit. C'est alors que Takefuji a mentionné que ce pays semblait désespéré. Il ne comprenait pas les normes de ce monde, mais il soupçonnait qu'il traversait une crise financière. C'était parce que le roi était personnellement impliqué dans de nombreuses affaires, ce qui était inhabituel. De plus, il avait de très peu de vassaux.
Pour le château de la taille. Temaki dit qu'elle l'avait remarqué aussi, mais au moins la nourriture était bon. Ils étaient simples, mais pleins d'épices et de saveurs délicieuses. Takefuji, en revanche, ne semblait pas, il se demandait s'il avait un défaut de goût. Ses amis lui firent remarquer que leur une ressemblait plus à celle d'un soldat qu'à celle d'un héros. Et notre garçon pensa qu'il n'avait même pas encore vu sa petite chambre, puisqu'il n'avait jamais été convoqué ailleurs. Il n'avait rien à quoi comparer. Mais il se souvenait encore de son arrivée et Huigan leur a clairement expliqué. Puis il leur a dit à tous les trois qu'ils devaient envisager un plan d'évasion de ce pays, puisque ses capacités de détection lui permettaient d'échapper à toute surveillance. En attendant, ils devaient également trouver comment retourner dans leur monde d'origine et s'en sortir. Trois d'entre eux considéraient cet endroit comme leur seul espoir, il n'y avait aucune chance qu'ils le laissent leur espoir de retourner dans leur monde. De plus, même si la princesse avait dit qu'il n'y avait aucun moyen de retour en arrière, ça ressemblait à un mensonge ou à quelque chose qu'elle cachait. Ryu dit qu'il était d'accord avec le garçon. Le problème était qu'ils étaient encore faibles et n'en savaient pas assez. Pour l'instant, il leur fallait j'observer les choses un moment. Soudain, Temaki se rapprocha de notre garçon. Elle fit un commentaire sur son visage jaune. Il lui jeta un coup d'œil et demanda ce que c'était. Notre garçon se couvrit rapidement le visage, réalisant qu'il avait oublié cela. Détail. Après tout, il n'était pas courant pour un Japonais d'avoir un œil jaune. Mais Ryu a simplement dit tout le monde a des secrets qu'il ne veut pas partager. Il valait donc mieux ne pas l'embêter avec ça. Tous les adolescents traversent une phase comme celle-ci, mais on s'en sort vite. Pour l'instant, il devrait simplement l'ignorer. Notre garçon a remarqué que Ryu pensait porter des lentilles de contact pour avoir l'air élégant comme un protagoniste. Mais c'était peut-être une excellente excuse. Alors il leur a dit de contempler le pouvoir de l'œil mystique. Quelque temps plus tard, il était de retour dans sa chambre, se demandant ce qui se passait. Avec cet œil, il vérifia son statut et, bon sang, il y avait beaucoup d'attributs listés. Le problème c'est que, comme nous, il ne connaissait pas la moyenne mondiale. Il ne pouvait donc pas dire avec certitude quelle était sa force. Où il était faible. Mais à en juger par les tests métaphysiques, peut-être était-il mauvais ou quelque chose clochait. Alors il décida de vérifier ses capacités. Il possédait une capacité différente dans chaque œil, la capacité ténèbres du roi démon. Magie, vol de pouvoir et enfin détection. Il remarqua alors qu'il possédait une étrange attribut, probablement reçu lors de son invocation en tant que monstre. Il appartenait à la race démoniaque et il était classé comme vampire avec un rang de stérile. Il avait un affaiblissement appelé haine du dieu soleil. Pendant la journée, ses attributs étaient réduits à 1/10 et il ne pouvait pas utiliser ses capacités. Maintenant, tout prenait sens. Il avait eu des difficultés pendant les tests à cause de l'exposition au soleil. Et la nourriture avait mauvais goût à cause de l'ail. Sans compter que, lorsqu'il regardait les filles, il se retrouva étrangement intéressé à leur mordre le cou et à boire du sang frais. Pendant tout ce temps, il avait été tellement concentré sur l'utilisation de la détection qu'il avait oublié de vérifier ce qui se passait. Des phénomènes se produisent à l'intérieur de son corps, des yeux étranges, des traits de vampire et toutes sortes de mutations. Il ne comprenait même plus ce qu'il était. Petit à petit, il commença à tout se souvenir. C'est ce qui s'est passé. Après avoir tout rappelé et considéré toutes les hypothèses, voici ce qu'il a. Sa capacité de détection lui permet de détecter toute présence à proximité. Il saisit alors un vieux cuillère et dit qu'avec une autre capacité, il peut consommer l'énergie d'un matériau et créer un arme. Avec ça, la cuillère en fonte se transforme en couteau. L'homme aux yeux rouges. Détection de mouvement. Mesure absolue. Vision à longue distance. Vision microscopique. Vision nocturne. Clairvoyance. Illusion. Vision au rayon X mémoire photographique. Perception des regards extérieurs. Mon Dieu, quelle liste! Il remarque qu'au moins tout était lié à la vision.
C'était une sorte de œil 2.0. Ce qu'il ne comprend pas vraiment, c'est l'œil jaune. La description indiquait que les cercles magiques ce que cet œil percevait pouvaient être transférés à sa pupille et activés à volonté. Il décida que plus tard il devra prendre le temps d'étudier la magie de ce monde. Le problème est que la liste de ses capacités sont longues et il y en a plusieurs qu'il ne comprend pas. Au moins, la partie vampirisme n'est pas trop compliquée. S'il boit suffisamment de sang pour tuer quelqu'un, il se transforme en ghoul. Si c'est un vierge, il devient un vampire subordonné s'il boit son sang. Sinon, il se transforme en ghoul. De plus, il peut simplement tuer quelqu'un, lui donner un peu de son sang, et il deviendra aussi son serviteur. Deux points intéressants sont les suivants: s'il draine tout le sang, il peut voler les souvenirs et les pouvoirs d'une personne, à condition qu'il puisse utiliser ses pouvoirs librement. La nuit, il ne lui sera certainement pas difficile de reprendre des forces. Mais il doit d'abord s'adapter à ce corps et ce monde. Le lendemain, sous le soleil, quelqu'un se présente comme le commandant en chef du royaume du soleil levant. Ce blond singulier s'appelle Hygiana Ishida. Notre garçon, qui essaie juste un peu sexiste, il dit que c'est incroyable qu'il y ait une femme chevalier et commandant dans cet endroit. C'est peut-être possible dans les mondes fantastiques, ou peut-être que c'est lié à leurs problèmes financiers. Puis la femme appelle les deux filles en disant qu'elles semblent avoir du talent pour la magie, mais ils doivent apprendre les bases des arts martiaux. Normalement, ils commenceraient par la force. L'entraînement, mais elle pense que ce ne sera pas nécessaire. Notre garçon, lui, n'est pas emballé. Apparemment, ses statistiques ne sont pas aussi impressionnantes, étant donné que Ryu a 1500 points de force et tout ce qui est au-dessus de 1000. Tamaki a plus de PV que lui et 3005 sens d'intuition, tandis qu'Olway a légèrement moins d'intuition, mais un peu plus et tout le reste. Les statistiques des trois, dès leur arrivée apparue, ayant déjà dépassé les limites d'un être humain dans ce monde. Hygiana leur dit alors de choisir ce qui leur convient le mieux et apprendront plus tard les bases des arts martiaux. Cependant, dans le fou là-bas serait différent. Elle l'avertit qu'il doit d'abord développer sa force physique. Le problème est que le garçon fait des pompes sous le soleil, ce qui détruit ses attributs. Non seulement il est plus faible pendant la journée, mais il souffre aussi de violents maux de tête. Hygiana dit qu'elle je l'entraîne personnellement pour qu'il prenne ça au sérieux. Mais le pauvre gars commence déjà à se faire il est pris de vertige, et il n'a aucun moyen d'y échapper. Soudain, la princesse, qui est extrêmement agaçante, elle demande la permission d'entrer avec son groupe. C'est exactement ce que pense Takafuji. Cependant, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres personnes à ses côtés. Puisque la femme à côté la princesse se rapprocha d'elle, elle était probablement aussi une personne de haut rang. C'était une belle femme, mais son expression était froide comme celle d'une poupée au sourire artificiel. Hygiana salua les princesses. Et leur demanda ce qui les amenait là. Takafuji cessa immédiatement de s'entraîner et se rassit, complètement détendue, curieuse de voir ce qui allait se passer. L'autre fille les salua poliment, tandis que la princesse agaçante déclarait de manière dramatique qu'elle avait mis de côté ses engagements pour venir dire bonjour, pour que tout le monde soit reconnaissant. Notre garçon s'est moqué d'elle, jusqu'à ce que l'autre femme intervienne. Elle s'est présentée comme la deuxième princesse et a dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Cet après-midi-là, elle voulut avoir une conversation avec lui. La scène se déroula alors dans une chambre de le château. Devant un panneau, elle expliqua qu'ils y auraient des cours, mais il trouva il était très suspect qu'il ait reçu une leçon séparée. Les autres héros suivaient également des cours. Mais avec la première princesse dans une autre pièce. En vérité, tout cela était dû au fait que la princesse refusait d'enseigner à quelqu'un qui n'était pas un héros. Pour elle, c'était une insulte et une absurdité. Il s'en fichait, mais il jura qu'un jour il se vengerait. La princesse a ensuite dit qu'elle commencerait la leçon, mais notre garçon voulait d'abord poser quelques questions. Il avait demandé que la première princesse soit plus âgée qu'elle puisqu'elle était appelée la deuxième princesse, mais elle expliqua que non, les choses étaient compliquées. En résumé, elle dit que la première princesse était le véritable héritier du trône.
Takafu savait que la succession royale était toujours une affaire compliquée. De toute évidence, il ne voulait pas s'impliquer dans une telle affaire. Pendant le cours, vous apprenez que le royaume du soleil levant a été fondé par le héros qui a vaincu le précédent roi démon. Ce héros était un mage. Autrement dit, le fondateur de ce lieu était une sorcière, c'est pourquoi ce culte était profondément enraciné partout. Le trône était toujours transmis de génération en génération. À travers les cheveux féminins. Elles choisirent un roi à épouser et ce n'est qu'alors qu'il devint régent pour gouverner le pays. Cependant, si la reine demandait le divorce, il perdrait son titre de roi. Grâce à la seconde princesse, il apprit l'histoire et les fondamentaux de la magie, mais il était déjà épuisé et parti pour dormir. Plus tard dans la nuit, il commença à étudier la magie, car le lendemain serait un examen pratique. Au moins, il avait réussi à emprunter un livre à la deuxième princesse. Il savait qu'elle ne l'avait certainement pas fait. Comme s'il s'était endormi pendant le cours et n'aimait pas non plus qu'on lui demande un livre. Mais comme une poupée, elle sourit simplement et dit que c'était bien. Regardant le pentagramme, il a dit qu'il était temps de tester ce qu'il n'avait pas réussi à faire la veille. Il a ensuite activé il a un véritable œil mystique et a observé le cercle. En théorie, il devrait être capable de l'enregistrer sur sa rétine il pouvait l'utiliser quand il le voulait. Le problème, c'est que rien ne se passait. Il n'était même pas sûr que ce soit le cas. Il essaya également avec d'autres cercles magiques, mais comme prévu, rien ne se produisit. Jusque-là, tout avait été un échec total. Et puis, vous vous souvenez, il avait l'œil 2.0, j'ai vu du papier à proximité et j'ai commencé à dessiner des cercles. La vision de cet œil était si dommage qu'il se souvienne parfaitement de chaque cercle qu'il avait vu avant de venir au monde. En théorie, cela aurait dû être impossible à cause de l'hypnose du vieil homme. Mais l'œil était complètement différent et il était capable de dessiner les cercles avec facilité, en regardant le papier et l'énergie rayonnait de son œil. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, alors peut-être avait-il enfin activé cette chose. Impatient de vérifier son fonctionnement, il sonna la petite cloche. Une servante entra et lui demanda si elle avait on l'a convoqué et notre garçon lui a expliqué qu'il avait besoin d'une petite faveur. Avant qu'elle puisse réagir, il activa son œil et lança avec succès le sort d'hypnose du vieil homme. Une seconde plus tard, son regard devint flou. Il passa sa main sur son visage et confirma que la magie avait opéré. Pour le tester davantage, il lui a demandé de quelle couleur étaient ses sous-vêtements et elle a répondu noir. Maintenant qu'il ne le savait pas déjà, il avait une vision à rayon X, non? Tout compte fait, il se demanda ce qui s'était passé. Peut-être que la capacité de voler de la magie ne pouvait stocker que des cercles le même monde où il l'avait obtenu. Si c'était vrai, alors la seule magie qu'il aurait réellement possédée serait hypnose avancée. C'était une possibilité, mais il n'en était pas certain. Lorsqu'il avait été convoqué d'autres mondes, il avait aussi vu chaque cercle. En se concentrant, on pourrait peut-être les invoquer aussi. Sur ce, il rappela l'un d'eux et réussit à créer la magie devant lui. Au lieu de envoyer dans un autre monde, il fut téléporté dans une forêt juste devant. Apparemment, il pouvait utiliser comme un sort de téléportation. Il pouvait combiner la vision à longue portée de l'œil rouge avec celle de l'œil jaune. Grâce à la capacité de portail de l'œil, il pouvait quitter le château à tout moment. Maintenant qu'il était loin et qu'il n'y avait aucun danger à tester d'autres sorts, il toucha alors un mur et créa un cercle magique. Grâce à cette capacité, il pouvait contrôler des objets inanimés, les déplacer librement et les stocker dans son ombre. Les objets contrôlés par cette magie ne pouvaient interagir avec quoi que ce soit en dehors de l'influence du sort. Cependant, il pouvait relâcher le contrôle, permettant une interaction normale. C'était un sort utile, mais il avait aussi des limites. Avec la magie noire, il pouvait aussi utiliser pas de l'ombre. Cette capacité lui permettait d'entrer sur une surface et de sortir d'une autre à proximité. À l'intérieur il trouva cela étrange. Il avait l'impression d'être dans son espace spacieux. Il décida alors de tester la capacité de création à nouveau.
Une pourriture commença à se dissoudre et il la transforma en épée. Il se concentra et il commença à se rappeler chaque mouvement que son œil avait capté chez le commandant. D'un seul regard, il les mémorisait et exécutait sans effort les mêmes coupes. Maintenant que mon tour était venu, il planifiait de s'entraîner autant que possible, car il serait épuisé par le deuil. Au bout d'un certain temps, il était jeté complètement vidé, mais j'avais le sentiment que quelque chose s'était amélioré. Puis, la fenêtre s'est ouverte, indiquant qu'il avait obtenu le niveau 1 d'escrime. Avec cela, il a appris à débloquer des capacités. Il était temps de trouver comment monter de niveau. Grâce à sa capacité de détection, il sentit quelque chose. À proximité. Depuis les buissons, il aperçut une sorte de lapin monstrueux transportant une autre créature sa bouche. On aurait dit un oiseau, mais sa fourrure était étrange. Grâce à ses capacités d'identification, il découvrit que c'était un oiseau démon, Keko. Le problème, c'est que, à en juger par ses statistiques, cette fichue chose était en fait assez fort. Puis il se souvint d'avoir entendu des gens au château parler de la façon dont les plumes de cette créature étaient utilisées pour diverses choses, ce qui le faisait se demander comment des personnes aussi faibles ils chassaient ces créatures. En traversant la forêt, il découvrit d'autres créatures qui semblaient plus faibles. Cependant, l'attribut le plus bas parmi eux était de 600, et certains le surpassaient même. Clairement, c'était une forêt de monstres de haut niveau, ce qui posait problème. Avec ses statistiques actuelles, il pouvait gagner. Lors d'un combat en 1 contre 1, le risque d'apparition de plusieurs ennemis était élevé. Pendant ce temps, de retour au château, l'incroyablement belle Hygiana se promenait dans les couloirs et appela son Altesse. Elle dit à la seconde princesse que la zone était sécurisée, mais malgré tout, elle ne devrait pas errer seule la nuit. Cependant, la princesse dit alors qu'elle voulait d'avoir une conversation avec elle. Elle lui a demandé s'il était vrai que les artefacts n'étaient pas utilisés l'entraînement de Takafuji. Le commandant répondit qu'aucun des héros n'utilisait encore d'artefacts. La jeune fille a insisté sur la question, demandant pourquoi et soulignant que tôt ou tard, il faut les utiliser. Celui qui jeta un coup d'œil sur le côté dit que les artefacts augmentaient la force. Mais ces héros n'étaient pas encore prêts. Sans force physique et mentale, ils risquaient de devenir trop dépendants d'eux. C'est pourquoi, pour l'instant, la meilleure approche était de les surveiller et de les préparer. Progressivement. La jeune fille baissa les yeux, puis sourit, disant qu'elle n'aurait jamais dû demander à l'humain le plus fort. Le commandant resta silencieux une seconde avant de dire, son sourire avait perdu son éclat d'antan. La seconde princesse se retourna et dit qu'elle n'avait même pas remarqué cela. Adjana a alors voulu connaître son opinion sur la première princesse, ce à quoi elle a répondu qu'elle savait que la jeune fille était talentueuse, dévouée et ambitieuse. Cependant, le commandant s'interrogea. Si elle y croyait vraiment. La seconde princesse dit alors que l'endroit était à l'abri des dangers, mais elle n'était pas à l'abri des gens qui écoutaient ses conversations. Elle lui souhaita alors une bonne nuit et partit. Le commandant resta là pensant que la princesse Alia était très prudente, mais elle ne devait pas avoir peur d'elle. Quelques jours passèrent et son garçon s'habitua à ce monde. De toute évidence, les autres héros faisaient des progrès et il était le plus lent en termes de progrès physique. Évolution. Le premier jour, Ryu semblait déjà à l'aise avec une épée, et maintenant il était continuant sur le chemin d'un épéiste. Tamaki avait commencé à utiliser un bâton, mais sa magie avait particularité. Elle lançait ses sorts au sol comme si elle brandissait un marteau géant, et je n'en comprenais pas la logique. Pendant ce temps, Oi s'entraînait à l'arc. Normalement, les archers avaient besoin de protection, mais comme elle avait une barrière, cela avait du sens. Alors maintenant, ils avaient Ryu, qui était extrêmement fort au corps à corps. Tamaki, qui faisait tout exploser, d'un coup de loin comme de près. Et Aoi, qui était un archer autonome tout en défendant les autres. Notre garçon, par contre, n'avait pu s'entraîner correctement que depuis 3 jours. Il avait déjà remarqué qu'il lui apprenait seulement à lancer des armes à distance. Il l'entraînait au déplacement furtif et à la désactivation des pièges.
Il était évident qu'il voulait transformer-le en éclaireur pour exploiter pleinement ses capacités de détection. Bo et Mike tombaient, ils retournaient dans la forêt pour exercer ses capacités. À ce moment-là, il s'entraînait à contrôler objets librement et à distance. Il dirigea la trajectoire du plongeur et annula le contrôle du dernier deuxièmement, pour qu'il s'enfonce dans l'arbre. Cependant, en regardant la lune, il était toujours furieux. À propos de cette maudite malédiction de fils. Il se demandait si elle disparaîtrait une fois qu'il aurait gagné un niveau. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer à améliorer ses capacités. L'oiseau des Monts Echo était là, bavant tandis qu'il était prêt à manger quand quelque chose s'est précipité sur lui. C'était Takafuji qui volait à toute vitesse. Le gars était pratiquement au sol. Il utilisait maintenant son contrôle du mana noir combiné à contrôle d'objets pour maîtriser les créatures. Grâce à cela, il s'approcha facilement et fixa la bête du regard. Et activa l'hypnose. Le monstre se figea, lui permettant de s'approcher sans risque. Il l'acheva, le souleva grâce à la magie noire et le stocka dans le vide. Il pouvait entrer dans son propre vide sans problème. Et comme c'était un vampire, vous saviez déjà ce qu'il allait faire. Prendre profitant de l'absence de tout regard, il but le sang du monstre. Une fois terminé, il quitta les lieux. Il repéra rapidement sa prochaine cible, mais cette femme était horriblement laide. Et il savait que ça n'aurait pas bon goût. Malheureusement, les mendiants ne peuvent pas choisir. Il continua donc à chasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Donc craqua et se téléporta dans sa chambre. Jusque-là, c'était sa routine quotidienne. Puis Nala entra dans sa chambre, le salua et lui dit il l'a réveillé. Notre garçon avait essayé de l'hypnotiser le moins possible. Mais c'était inévitable, car il avait besoin de recueillir des informations sur ce royaume. Il apprit que la reine actuelle était incapable d'avoir des enfants depuis longtemps. Dans un pays gouverné par des femmes, c'était un problème majeur, puisque la reine n'aurait pas de fille pour hériter du trône. Pour couronner le tout, de jeunes filles nobles mouraient mystérieusement. Pour éviter que leur lignée ne s'éteigne, ils acceptèrent une femme noble comme l'une des épouses du roi. Concubine, et cette femme donna naissance à un enfant. Cet enfant était le fils de la seconde princesse. Elle a été élevée avec amour jusqu'à ses 7 ans, mais c'est à ce moment-là que la vraie reine a finalement donné naissance à une fille. Son nom était Amanda, ce qui signifie la fille bien-aimée. Fidèle à son nom, la reine aimait elle bien plus que l'autre, d'autant plus que sa fille avait hérité d'un talent incroyable pour la magie. De ce fait, un Léa n'était plus considéré comme un héritier potentiel. Dès qu'Amanda atteint l'âge de 7 ans, elle devient automatiquement la première princesse. Tout le monde a célébré pendant qu'une Léa restait dans le coin en faisant semblant de ne pas s'en soucier, mais elle a réalisé qu'à partir de ce jour, son existence n'avait plus aucun sens dans ce monde. Elle était oubliée par le peuple, abandonnée par sa propre mère, et personne dans la famille royale ne voulait pour interagir avec elle. C'est ainsi qu'une louve était contrainte de vivre seule, comme une poupée. Takafuji pensait qu'elle était comme lui, puisque personne n'attendait rien d'eux. Elle lui sourit alors et lui demanda doucement de se réveiller, lui disant que même si les cours étaient ennuyeux, ils étaient essentiels à sa survie. Notre garçon était épuisé, bâillait, se demandant pourquoi elle le harcelait aujourd'hui, considérant qu'elle ne le dérangeait pas habituellement. Elle a ensuite commenté qu'elle avait entendu dire il apprenait des techniques d'espionnage pendant son entraînement. Même s'il n'était pas doué en magie, il semblait comme s'il avait de bonnes chances de mettre à profit ce qu'il apprenait ici. Une chose que notre protagoniste il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas utiliser correctement la magie enseignée dans ce monde. Il savait que c'était probablement un cas rare, puisque même Nala, une simple servante, pouvait facilement manipuler plusieurs objets. Cependant, un responsable a déclaré que le commandant Hygiena Isketa était une femme occupée et n'aurait pas pris le temps de l'entraîner si elle ne voyait pas de potentiel en lui. Mais le garçon répondit qu'elle voyait peut-être simplement le potentiel l'avantage d'être connu comme celui qui a entraîné l'un des héros. C'est alors qu'elle refusa. Elle était certaine qu'il pouvait devenir fort, et c'est pourquoi elle voulait le voir.
Il a fait des efforts. Il était un peu déconcerté par sa proximité, mais elle s'est détournée et lui a dit à suivre. Dans la scène suivante, ils descendaient un long escalier. Après ce qui leur sembla être une marche interminable, ils se tenaient tous les deux devant une porte massive. Elle lança un sort et dit qu'il continuerait son entraînement dans cette salle. Elle ajouta que même s'il était un héros, les gens le qualifiaient d'échec. Elle se tourna vers lui et lui demanda s'il ne trouvait pas cela honteux. Takafuji se demanda une fois de plus ce qu'il en était. Il se passait quelque chose avec cette fille aujourd'hui pour la rendre si excitée. Il savait que depuis son malheur, elle avait réprimé ses émotions. Elle avait si bien fait semblant que les gens ont commencé à l'appeler. Elle était la princesse poupée. Mais à cet instant, elle était différente. Elle n'était plus la personne silencieuse et la fille réservée qu'il avait rencontrée entra alors dans la pièce et, au plafond, un immense cercle magique apparut. Cela servirait son but, dit-elle, avant de l'avertir qu'à ce rythme, il serait exilé du château. Avant qu'il puisse s'expliquer, elle récita une citation de l'ancienne reine. Ils n'ont aucune obligation d'élever des gens incompétents qui viennent dans ce royaume. Notre garçon il s'en fichait et disait simplement qu'il n'était pas incompétent. Il avait le don de détecter, ce qui était très utile. Elle était d'accord, mais en même temps, il ne faisait pas autant d'efforts qu'en tant que porteur d'une bénédiction, il doit prendre son destin en main et faire de son mieux. Le pauvre Takafuji s'endormait toujours en classe parce qu'il restait debout toute la nuit. Mais même si elle ne le savait pas, il avait fait des efforts, chassant au milieu de la nuit. Il lui a donc dit qu'il essayait. Il faisait de son mieux, dans les limites de ses moyens. Il ne semblait tout simplement pas aussi puissant que ces trois-là. Il n'était pas non plus aussi doué qu'elle sur le plan académique. Mais Léa révéla alors que cette pièce magique était dotée d'une barrière. Il posa la main sur la porte. Elle lui dit que personne n'entendrait ses cris. Le garçon, lui, voulait juste savoir comment ouvrir l'affaire GAN. Et c'est laquelle l'a soudainement regardé, a levé le pied et lui a donné un coup de pied dans le retour. C'est quoi ce bordel? Il s'est écrasé la tête la première contre le mur. Il s'est retourné, complètement déconcerté. Et elle lui a dit qu'il était dans une bien meilleure position qu'elle, et il a refusé de donner. Il devait comprendre que s'il était expulsé de ce château, les créatures à l'extérieur le tueraient instantanément. C'est pourquoi il a dû travailler dur pour survivre, même si cela signifiait des situations embarrassantes. Lui-même. Notre garçon ne se souciait guère du coup de pied. Il semblait apprécier se faire battre par les femmes. C'était clair. En fait, il était impressionné par elle, réalisant que la princesse poupée n'était pas plus longtemps dans cette pièce. Puis elle lui a crié de prendre le contrôle de sa vie. Soudain, le type s'est mis à rire, piquant une crise de nerfs. Il a même dit qu'elle était vraiment belle. Il l'avait vraiment sous-estimée et ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une personne aussi forte. C'est alors qu'elle lui demanda s'il se moquait d'elle. Mais il répondit que non, car il était en fait, elle était l'une des 4 personnes les plus préoccupées par sa propre sécurité parmi les héros. Elle réalisa il ne plaisantait pas et a admis qu'elle l'avait peut-être plutôt sous-estimé. Dès qu'il activant son aura, elle remarqua qu'étrangement il semblait beaucoup plus fort qu'il y a un instant. Il l'a simplement remercié de lui avoir dit la vérité et a dit que puisqu'il était sur le point d'être exposé, il devait trouver un plan. En réalité, pour l'instant, il voulait rester là-bas et recueillir autant d'informations que possible. Le lendemain, sur le terrain d'entraînement, il est réfléchi à montrant la véritable force de sa bénédiction juste pour éviter d'être expulsé. Le problème était qu'il n'entrerait toujours pas dans aucun donjon, et au soleil, il était complètement faible. Une fois la formation terminée, notre garçon a décidé que la meilleure chose à faire était de parler au commandant. Il l'appela pour discuter, espérant convaincre la reine de ne pas l'expulser. Mais la scène s'est immédiatement arrêtée sur elle disant que ce serait assez difficile. Il lui a demandé si il croyait vraiment que ses capacités étaient inutiles. On pourrait croire qu'il ne faisait pas d'efforts pendant il était en formation, mais il l'était. Mais avant qu'il puisse continuer,
le commandant l'interrompit et lui dit qu'en fait elle ne pensait pas que son pouvoir fût inutile. En fait, elle voulait même qu'il la rejoigne dans la brigade de nuit. Cela le surprit et elle lui expliqua que ses capacités étaient extrêmement précieuses dans les donjons qu'ils exploraient, il pourrait devenir un outil essentiel dans toute aventure. Cependant, il devait comprendre que ses paroles n'avaient aucun poids et ne seraient jamais suffisantes pour convaincre la reine. Mais s'il choisissait de servir le royaume comme soldat plutôt que comme l'un de ses héros les plus faibles, ce serait une raison suffisante pour ne pas l'exiler. Notre protagoniste marqua une pause. Il savait que s'il rejoignait les chevaliers de ce pays, il serait piégé dans cette nation. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Il lui dit donc qu'il appréciait l'offre, mais avait besoin de temps pour y réfléchir. Elle répondit que ce n'était pas grave et lui dit que si jamais avait besoin de quelqu'un, il pouvait lui parler. Notre garçon a été direct et lui a demandé si elle voulait dire qu'il devait il est allé la voir une fois exilée. Elle a regardé par la fenêtre et a dit, peut-être. Quelques jours ont passé. Notre garçon dormait sur son bureau, se demandant s'il était vrai que les nations voisines des gens venaient lui rendre visite. Elle a expliqué que oui, car c'était une fête. Étant donné que de nombreux invités ont été conviés, il n'y aura pas de cours ni de formation ce jour-là. Notre garçon était épuisé, se demandant pourquoi personne ne l'avait prévenu de cette catastrophe. Mais elle a juste dit que les élèves qui dorment en classe ne méritent pas de savoir. Il a réalisé même cette Danoise ne l'appréciait pas beaucoup. Quelque temps plus tard, la cavalerie citronnée entra dans la ville. Tout le monde faisait la fête et lançait des feux d'artifice tandis que notre garçon pensait que pour une raison financière pays ruiné, ils ont vraiment dépensé beaucoup d'argent pour cette fête. Peut-être qu'il devrait se présenter à la fête, car personne ne le remarquerait. Ou peut-être serait-ce terrible d'apparaître là et de devoir expliquer son existence à ces gens. Il pourrait même vouloir enquêter sur lui et découvrir pourquoi. 4 héros avaient été invoqués. Ce serait pénible, alors il rejeta l'idée. Mais ce ne fut pas le cas. Comme si on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Alors Gakov a utilisé son œil 2.0 et sa conscience. Il commença à parcourir les couloirs. Il aperçut les 2 princesses et pensa que son professeur elle était superbe dans sa nouvelle robe. Mais comme toujours, son sourire semblait encore un peu artificiel. Il a vu toute la nourriture raffinée sur les tables et a immédiatement réalisé que Nala n'avait pas menti. Plus tôt, en lui parlant, il avait découvert que l'une des raisons pour lesquelles ce royaume allait ses fêtes ridiculement extravagantes était en faillite. La reine semblait obsédée en maintenant une image de splendeur et de luxe qui vide complètement le trésor. Puis quelque chose de surprenant se produisit. Il vit un groupe debout devant Ryu et comprit immédiatement. C'étaient des héros d'un autre pays qui avaient également été convoqués ici. L'un d'eux avait son apparence était particulièrement unique. Avec ses cheveux blonds, il était difficile de croire qu'il était japonais. Il a décidé d'utiliser ses compétences d'identification et a découvert que le nom du gars était Musayoshi Date. Il trouvait que c'était un nom assez classique pour un héros. Mais ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était pourquoi ce type criait-il sur Ryu? Il lut sur ses lèvres pour comprendre ce qu'il disait. Et la blonde le gars criait le nom de Takafuji, exigeant qu'il l'amène immédiatement parce qu'il le défiait. En duel. Zut, cette histoire avançait à toute vitesse. La fête fut terminée en un rien de temps et maintenant, Léo annonçant l'arrivée de Takafuji. Tous les héros présents se tournèrent pour le regarder. Et notre garçon comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Musayoshi s'avança alors et déclara solennellement il le provoqua en duel. Le silence se fit dans la salle. Tout le monde était curieux d'entendre sa réponse. Paresseux comme toujours, notre garçon a juste demandé pourquoi il fallait que ce soit un duel. Musayoshi a crié que c'était été de prouver à la déesse qu'il n'était pas digne de son amour. Takafuji était un peu confus, mais la blonde lui dit d'arrêter de faire l'idiot. Musayoshi déclara alors qu'il savait très bien que Takafuji se retrouva dans un espace blanc où il rencontra la déesse qui les avait amenés dans ce monde. Le protagoniste a simplement dit, et alors? Puisque tout le monde était passé par là.
Mais Musayoshi a alors révélé qu'il avait demandé la déesse en mariage. À quoi elle répondit que s'il parvenait à vaincre Takafuji l'Inori, elle y réfléchirait. Notre garçon comprit instantanément que cette maudite femme ne cherchait pas seulement à lui confier ses problèmes. Elle essayait aussi de se débarrasser de lui. Il allait certainement faire et lui paiera pour cela la prochaine fois qu'il la verra. Étrangement, les autres héros se regardaient, confus au sujet de cet espace blanc et de ce discours sur la déesse. À ce moment-là, Takafuji réalisa qu'ils avaient été convoqués différemment, car il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Ce serait trop, il avait eu beaucoup de mal à tout expliquer, alors pour l'instant, il a décidé de faire l'idiot. Il a donc dit au type qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait, mais il accepta le duel. La blonde sourit, et notre garçon a dit qu'il ne restait plus qu'à décider du format. S'il y avait un face-à-face, un duel de combat, ce serait bien trop facile. Après tout, contrairement aux autres héros, il n'avait pas un corps surhumain ou une classe de combat spécialisée. Ce type n'avait sûrement pas traversé tout ça. Des ennuis, juste pour intimider quelqu'un qui avait tous les désavantages du monde. Si c'était le cas, ce serait tout simplement pathétique. Musayoshi a crié que bien sûr que non, et qu'il accepterait n'importe quel Takafuji proposa un duel. La foule fut choquée qu'il ait accepté une telle bêtise. Puis notre garçon il mentionna un donjon où il était censé s'entraîner avec les chevaliers. Ils pourraient s'affronter pour savoir qui serait le premier à tuer le premier boss des 4. Musayoshi acquiesça, affirmant que c'était une excellente idée et acceptant le défi. Mais Ryu prévint notre garçon que, même s'il était capable de naviguer dans le donjon, avec facilité, il ne parviendrait pas à tuer le boss. Cependant, notre garçon sourit et dit qu'il avait un petit plan. Le duel était prévu pour le lendemain, et peu après le duel, la reine demanda s'il s'agissait de Takafuji l'Inori. Elle exigea qu'il explique pourquoi il avait accepté un duel et était complètement pulvérisé. Notre garçon a trouvé que « pulvérisé » était le mot parfait. Musayoshi était une force de la nature. Aucune créature à cet endroit n'avait la moindre chance, et même le boss est tombé en quelques secondes. D'un autre côté, notre garçon avait utilisé la détection pour se faufiler sans se faire remarquer. La conclusion objective était qu'il avait été complètement écrasé dans ce duel. La reine dit alors qu'elle avait ignoré à quel point il était paresseux et faible. Elle avait cru en lui parce que le chevalier commandant avait vu du potentiel en lui. Mais par cet acte, il avait affaibli le royaume. Et c'était quelque chose qu'elle pouvait ne pardonne pas. Olia savait déjà ce qui allait arriver et, comme prévu, la reine déclara que Takafuji l'Inori fut banni du royaume. La première princesse semblait ravie, tandis que les deux autres filles semblaient un peu tristes. Mais celui qui souriait le plus, complètement heureux, c'était notre garçon. Ce salaud voulait vraiment que cela se produise. La reine lui demanda s'il avait des objections et il répondit oui. Il voulait savoir exactement comment il avait nui au royaume. Elle dit que c'était évident. En perdant le duel, il avait souillé la réputation du royaume. Il expliqua alors que s'il ne s'agissait que d'une course, alors oui, il avait perdu. Mais le véritable enjeu du duel était la valeur. Il s'agissait simplement d'une bataille pour déterminer qui méritait d'être aimé par une certaine fille. De plus, ils avaient promis de ne laisser personne en dehors du duel. Je connais les résultats. Sans compter qu'il n'était même pas considéré comme un héros dans ce royaume. Et sa présence il n'a pas été révélé aux autres nations. Dépourvu de pouvoir, d'influence et ignorant son identité, il n'y avait aucune chance qu'il déshonore cet endroit. Après tout, le duel n'était rien d'autre qu'un jeu idiot. Cependant, il avait profité de son entrée dans ce donjon pour utiliser sa capacité de détection. Quelques hommes lui lancèrent un sac d'argent. Il dit avoir reçu une petite récompense. La reine et la princesse y furent impressionnés et il dit qu'il offrait ce petit trésor à sa majesté. Elle parut ravie, tandis que notre garçon a simplement affirmé qu'il avait été facile de le trouver grâce à ses capacités. En réalité, Takafuji ne voulait tout simplement pas quitter le château pour le moment, alors il a utilisé ses pièces pour gagner plus de temps. Voilà. De cette façon,
il se débarrassa des rennes et des bêtises de Masayoshi pour un temps. Et maintenant, il était de retour ses nuits habituelles de chasse, progressant tranquillement. Tant que personne ne savait qu'il continuait à plus fort, il allait bien. Le seul point agaçant, c'est qu'il commençait à en avoir marre de boire. Le sang de cet oiseau. Il jeta un coup d'œil sur le côté et réalisa qu'il était au même endroit où il commença à chasser cette nuit-là. La forêt perturbait vraiment son sens de l'orientation et il se demandait. S'il existait un autre moyen d'utiliser la détection, il activa sa vision démoniaque en même temps que la détection. Et remarquèrent une barrière menant à une autre zone. C'était une sorte d'illusion qui faisait que les gens changeaient de direction sans le savoir. Mais avec son œil, il pouvait voir à travers et se demandait s'il y avait des créatures plus puissantes se cachaient à l'intérieur. Il se téléportait toujours si quelque chose de dangereux apparaissait. Il entra donc. Et à l'intérieur se cachait un loup géant avec sa meute. Dès qu'il eut pris sa première en marchant, il remarqua du mouvement à proximité. C'étaient quelques loups qui approchaient. C'était la première fois qu'il s'est occupé de créatures plus grandes que son champ de vision. Il a donc immédiatement activé sa toile piège. Un tas de pièges se sont formés autour de lui et en quelques secondes, les loups étaient tous morts sur le sol. S'il avait dû en affronter plus de 3 à la fois, cela aurait été vraiment difficile. Heureusement, les pièges étaient simples à installer et les bêtes finissaient par s'y faire prendre. Il commença à envoyer les corps dans le vide, en marmonnant qu'au moins il semblait donner plus d'expérience que les oiseaux. Un peu plus tard, il était de retour dans la forêt. Au milieu d'un lac, il y avait un arbre sous le clair de lune. Et notre garçon pensait que cela ressemblait au décor parfait pour un combat de boss. Au moment où il s'est retourné et a dit « Mais ce n'est pas un jeu vidéo », le boss était déjà derrière lui. Avant même qu'il puisse réagir, son bras avait disparu. Mais bon sang! Il regardait toujours de côté. Quand la bête l'a frappé, le faisant rouler en arrière, le premier, contre un arbre. Il n'a même pas compris ce qui s'était passé, et la créature se trouvait déjà face à lui. C'était une bête mystique. Il s'appelait Fanré. Il comprit rapidement que cette chose n'était pas un démon, mais quelque chose de complètement différent. C'était peut-être une sorte de mini-boss, ou quelque chose comme ça, puisqu'il n'est pas mort instantanément. Il pouvait toujours s'échapper à travers les ombres, mais ce serait un problème étant donné la vitesse de la créature. Mais tu n'avais pas beaucoup de temps. Fanré se jetait déjà sur lui et le mordait pour l'achever. Le monstre a détruit l'arbre, mais notre garçon n'était plus là. Il s'était déjà téléporté où il grimpa au sommet d'un autre arbre et s'envola d'un coup d'aile. Se souvenant du monde où il avait acquis sa pouvoir de vampire, pensa-t-il, je n'aurais jamais cru devoir utiliser ça si tôt. Fanré leva les yeux et il se demandait pourquoi il était venu là. Le fait qu'il puisse parler aux hommes était vraiment spécial. Une sorte de bête. Armoire répondit qu'il s'était simplement perdu dans la forêt, mais le loup l'avait traité de menteur disant qu'il avait clairement traversé le portail de l'illusion et était entré dans cet endroit intentionnellement. Takafuji a admis sa curiosité. Normalement, une illusion sert à protéger quelque chose d'important. Et il voulait savoir ce que c'était. Fanré dit cependant qu'il n'y avait plus de discussion. Il avait pénétré sans autorisation et il a tué certains de ses semblables pour ne pas repartir vivant. Mais Takafuji a juste souri et a dit que plus le loup parlait, plus il était convaincu que quelque chose de précieux était caché ici. Maintenant, il voulait vraiment savoir ce qui était si important. Le loup déclara que c'était un dernier cadeau avant son dans sa prochaine vie, il le lui ferait savoir. C'est sur cette terre qu'ils avaient conclu un pacte avec une sorcière. Il ne savait pas pourquoi, mais depuis ce pacte, il protégeait cet endroit. Son seul devoir était pour éliminer toute menace ou monstre envahissant. Et naturellement, un intrus comme Takafuji était également une cible. Cela dit, il prévint que si le garçon restait immobile, il mourrait au moins. Sans douleur. Mais Takafuji était plus concentré sur le fait que son bras était revenu. Apparemment, sa régénération de vampire était encore plus impressionnante qu'il ne l'avait imaginé. Fanré se prépara à attaquer Takafuji, qui était clair,
n'était pas un humain ordinaire. Il s'est précipité en avant, affirmant qu'il était hors de question qu'il le laisse partir vivant. Takafuji tenta d'esquiver et la zone autour d'eux explosa. Grâce à son œil de démon, il parvint à peine à lire les mouvements du loup à temps. Il essaya de voler. Il s'éloigna, réalisant qu'il n'avait aucune chance de gagner ce combat pour le moment. Son plan était de gagner à une certaine distance en volant, puis se laissa tomber au sol et se téléporta. Mais au milieu de sa chute, la créature s'élança un déluge d'attaques de glace. Takafuji leva les bras pour se protéger, mais l'attaque toucha il coupa l'arbre en deux. Le loup tourna la tête vers lui pendant une seconde, puis, en un instant, il se jeta déjà sur une autre bouchée. Une nouvelle explosion de force et il s'est échappé de justesse. Le monstre était si rapide qu'il n'avait aucune chance d'utiliser l'hypnose. Et il devenait impossible de trouver une issue de secours. Il aperçut une cascade devant lui et il se demandait comment il allait bien pouvoir s'en sortir. Le loup arrivait d'en haut, il lança une nouvelle attaque de glace en se préparant à mordre. Notre garçon s'était préparé, mais cette fois, ses ailes étaient complètement déchiquetées. Fatmer sourit, puis se lança dans l'attaque finale. Mais Takafuji lui sourit en retour, activa sa capacité au sol et envoya un barrage de pointe. Fatmer réussit de justesse à esquiver sur le côté, évitant ainsi d'être empalé. Takafuji avait été stocker les troncs d'arbres restants dans l'autre dimension au cas où quelque chose comme cela se produirait. Le problème était que la situation n'était pas vraiment devenue plus facile pour autant. Alors que Fatmer le regardait dans les yeux, Takafuji essaya de trouver une ouverture pour utiliser la téléportation. Il voulait utiliser l'hypnose pour distraire la bête une seconde. Donc, si vous lancez à nouveau des sorts sombres, il fit de nouveau appel à la magie, murmurant qu'il fallait gagner du temps. Il sortit quelques dagues et le loup prêt à contrer, Takafuji savait qu'il devait créer au moins une ouverture. Il développa son aura. Tandis que le loup se demandait ce que manigançait le garçon. Le protagoniste savait que la créature était d'une force incroyable. Il avait failli se faire déchirer le dos par une morsure. À la dernière seconde, il sortit d'autres couteaux et les lança vers la tête de Fatmer. Le loup pensa que c'était inutile. Une attaque aussi mal planifiée ne fonctionnerait pas sur lui. Il fit tournoyer sa queue, projetant une autre masse de glace. Baissier, mais notre garçon a bloqué avec ses couteaux. Du moins, grâce à sa régénération, tant qu'il protégeait sa tête et ses jambes pour pouvoir continuer à bouger et rester en vie. Pendant ce temps, Fatmer commençait à j'ai été impressionné par la persévérance de cet enfant. Notre garçon a alors activé un piège à fil noir. Les arbres environnants avaient déjà été marqués et le loup était pris dans les liens. Puis, le premier Fatmer semblait immobilisé. Takafuji eut un sourire narquois pendant une seconde, mais en quelques instants, tous les arbres furent brisés. Le loup déclara simplement qu'une telle chose ne laisserait même pas une égratignure. Terrifié, Takafuji a recommencé à tenter de s'échapper, réalisant qu'il n'avait qu'une seule option. À gauche. Alors qu'il esquivait d'autres attaques de glace et que le loup se précipitait pour une autre morsure, il pria pour que cela y fît tomber un arbre d'un coup de pied, s'élançant dans les airs, le parc étant retiré. Le loup supposa il essayait de fuir en volant quand, idiot, il lança une autre attaque de queue, déclarant que le garçon venait de devenir une cible facile. Mais tandis qu'il se déplaçait, Takafuji s'était allongé, il détacha les fils avec son autre œil. Et maintenant, dans toute la zone, il avait traversé un cercle de téléportation. Il l'activa en disant, « Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. » Le loup réalisa le garçon avait disparu d'en haut et se demandait où il était passé. Mais Takafuji était déjà sur Fatmer et de retour, murmurant, « Le plan a fonctionné. Il est temps de dire au revoir, mon pote. » Sur ce, il poignarda le loup droit dans les yeux. La bête hurla de douleur tandis que Takafuji remarquait nonchalamment que se faire tabasser était un peu son style. Mais la créature mystique commença à battre de la queue, anéantissant tout autour. Une attaque a failli toucher notre garçon, mais maintenant que la bête était aveugle, l'esquive était bien plus facile. Au début, il avait l'impression de n'avoir arraché qu'un œil.
Mais non, il avait été rapide. Il les avait tous deux tailladés. Le monstre était complètement aveugle. Mais la façon dont il s'était arrêté le mouvement fit comprendre à Takafuji quelque chose. Il essayait de le localiser à l'odeur. Et le sanguinaire l'aura qui émanait de la créature était terrifiante. Une fois de plus, il était au déjeuner pour manger un morceau. Mais notre garçon dit, « Ouais, je pense qu'il est temps de partir. » Ses attaques avaient ralenti et se téléporter était désormais facile. Le loup resta sur place, se demandant où diable était passé ce salaud. Après quelques sauts de téléportation, Takafuji s'effondra. Dans son lit, complètement épuisé. Après toutes ces souffrances, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est blesser légèrement la créature. Mais la prochaine fois, tu gagnerais. À partir de ce jour, il a commencé à infiltrer le stockage d'équipements du château, en rassemblant des matériaux de haute qualité et métaux, au cas où une telle situation se reproduirait. Pendant le combat, Takafuji avait réussi à voler une partie de la fourrure de Fanr. La matière s'était cristallisée et durcie. Propriété. Dès qu'il appliqua un peu de magie noire, elle se solidifia immédiatement. Ceci expliquait pourquoi chaque fois que le monstre attaquait, il y avait une poussée d'énergie dans ses coups. Si c'était un matériau qui réagissait au contact des humains, il se demandait ce qui se passerait s'il fabriquait il créa une sorte de fil appelé Gleikner. Ces fils étaient indestructibles. Bruns et peu importe la force qui leur était appliquée, et lorsqu'ils étaient imprégnés de magie, ils durcissaient et cristallisaient. Pour lui, c'était parfait. Même Fanr lui-même ne pourrait le briser. J'ai alors eu une idée et modifié le fil pour former un gant. Un gant noir avait le même durcissement foncé. Et la cristallisation sous forme de fil. Comme Fanr l'avait attaqué à maintes reprises, il avait rassemblé une bonne quantité de matériel, ce qui lui a donné une autre idée intéressante. Le lendemain, notre garçon était habillé vêtu d'une tenue entièrement personnalisée, bottes et costume inclus. L'heure de la revanche était venue. Un costume jaune, une explosion illumina la forêt, surprenant Fanr. Takafuji apparut avec « Et, ça fait un jour. Depuis notre dernière rencontre. » Fanr était furieux. Son ambassadeur du jour avait osé mettre les pieds ici. De retour sur ses terres. Le monstre était toujours aveugle et Takafuji remarqua la beauté de ses yeux. La créature s'est immédiatement déchaînée, lui ordonnant de se taire. Notre garçon était impressionné, il en était même aveugle. Fanr était toujours aussi précis. Le loup avertit alors que personne n'avait jamais mis les pieds sur ces terres. 2 fois est laissé en vie. Takafuji a noté qu'entre sa rage et la douleur d'avoir perdu ses yeux, la créature était vraiment têtue. Sa fourrure était incroyable, il fallait donc la tuer. Et en prendre davantage. Fanr continua d'attaquer jusqu'à ce que Takafuji touche un arbre. De l'intérieur, plusieurs des loups apparurent. La bête, mordue de toutes parts, ignorait ce qui se passait. Il fit remarquer avec désinvolture qu'en étant envoyé seul, Fanr devrait déjà savoir ce qu'ils étaient. Il se faisait mordre par les cadavres de ses semblables. Le monstre rugit de fureur, exigeant de savoir comment Takafuji osait faire quelque chose comme ça. Mais notre garçon a simplement répondu qu'il semblait utile, alors il en fit ses subordonnés. Fanr se débattit, secouant tout, en voyant quelques loups s'enfuir. Et l'une des attaques a failli toucher Takafuji. L'attaque du protagoniste n'avait pas été efficace, mais cela lui avait fait gagner du temps. Malgré cela, le loup parvint à le frapper d'un puissant coup. Coup de patte. Il se téléporta de justesse au milieu de l'attaque tandis que les loups encerclaient les arbres. Dès qu'il s'arrêta derrière un arbre pour reprendre son souffle, Fanr se préparait déjà à une autre frappe. Mais une autre téléportation le sauva. Le monstre s'énervait de cette évasion constante alors Takafuji apparut au-dessus de lui. Le boss se préparait à bondir, prêt à tuer. Et c'est à ce moment-là que Takafuji a souri et a dit qu'à aucun moment je n'avais essayé de m'échapper. La créature s'est enfuie en avant, pour finalement percuter des fils invisibles et se faire instantanément attraper.
Fan n'en croyait pas ses yeux, même avec son odorat. Il n'avait rien détecté. Comme Takafuji. Le loup planait au-dessus de nous et nous demandait ce que ce salaud avait bien pu faire. Et notre garçon expliqua, ces fils étaient faits de votre propre fourrure. C'est pourquoi vous pouviez les détecter. Ils avaient la même odeur. Comme toi. Depuis son arrivée, chaque attaque qu'il avait subie, chaque loup qu'il avait envoyé, tout cela n'avait été qu'une distraction. Pendant que le monstre était occupé, il avait tissé le piège tout le temps. Maintenant que Fan était immobilisé, il ne pouvait plus rien faire. Takafuji le mordit. Adieu et activa la compression du fil. Le lion se resserra, tirant la bête vers le sol. La garde et les loups observaient en silence. Fan et l'incrédulité se demandaient si c'était vraiment la fin. S'il mourait, le pacte serait également rompu. Mais mon gars, trop tard pour ça. Takafuji ne l'a pas seulement tué. Il avait déjà bu son sang. Cette seule mort lui a donné 5 niveaux et quelques capacités supplémentaires. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le système. Une compétence unique, Bastaking, que quelqu'un disait maître. Lorsqu'il se retourna, ce furent les loups qu'ils étaient maintenant devant lui, apparemment capables de communiquer. Très probablement, grâce à sa nouvelle capacité, il se demandait si elle s'appliquait à ses subordonnés. L'un des loups puis il lui demanda, « Pourquoi ne fais-tu pas de Fan ton subordonné ?» Leur ancien maître était une créature qui avait lutté désespérément pour protéger cette terre et qui les avait toujours protégés. C'est pourquoi ceux qui avaient autrefois servi Fan voulaient désormais le suivre comme allié. Takafuji prit une profonde inspiration. Ce n'était pas comme s'il y avait un inconvénient à faire ça. Le problème, c'est qu'il était déjà épuisé et à bout de force. Pendant ce temps, au dîner au château, Rui était soulignant que la première et la deuxième princesse ne semblaient pas très bien s'entendre. Tamaki n'était pas d'accord, affirmant que ce n'était pas ça. Il y avait juste des personnalités différentes. Aoi hésitait et commença à discuter davantage du sujet. Takafuji, lui, s'en fichait complètement. Il était tellement énervé que sa nourriture contenait toujours de l'ail. C'est alors que Rui leur a suggéré d'intervenir. Notre garçon leur a immédiatement demandé pourquoi il parlait. À propos de lui. Aoi ou Tamaki peuvent s'en charger. C'étaient des femmes, donc elles pouvaient simplement parler aux princesses. Mais Rui insista. Takafuji avait des cours avec la deuxième princesse et était plus proche d'elle. Il serait peut-être plus facile de trouver un moyen de rapprocher les deux sœurs. Takafuji, tout simplement. Répondit que la première princesse était têtue comme l'enfer et qu'essayer de faire la paix entre eux ça ne marchait jamais. Mais Rui lui a dit de ne pas s'inquiéter, de simplement demander, et elle l'écouterait. Notre garçon n'en avait aucune idée. Pourquoi? Et Rui expliqua que c'était parce qu'elle était complètement amoureuse de lui. À en juger par les réactions des filles ont fait que notre garçon a réalisé que la réputation de Rui était en train de s'effondrer. Rui ajouta ensuite que s'il acceptait, il pourrait demander un jour de congé par semaine. Et comme notre garçon détestait l'entraînement de jour, il a immédiatement accepté. Le problème était qu'il devait d'abord parler aux premières princesses. Alors, tu frappes à sa porte. Elle était déjà là, les bras croisés. Elle disait qu'elle lui parlait uniquement parce que Rui le lui avait demandé. Il ferait donc mieux de parler vite. Dès qu'il entra, il eut envie de retourner dans sa chambre. Avant même d'avoir pu ouvrir sa bouche, elle déclara que pour aujourd'hui seulement elle lui permettrait de s'adresser directement à elle. Il devrait être très reconnaissant d'une opportunité aussi rare. Il ignora tout ce qu'elle disait. Et remarqua à quel point sa chambre était luxueuse. Voyant sa réaction, elle supposa sans hésiter qu'il était fasciné par la richesse qu'elle possédait, Rui ne l'atteindrait jamais de son vivant. Il pointa du doigt une figurine de canard et lui demanda si elle l'aimait vraiment. Amanda Scoff le qualifia de idiote. Elle était de la royauté. Tout ce qu'elle possédait lui venait soit de sa mère, soit de famille noble. Notre garçon voulait juste disparaître de là et a décidé d'en finir le plus vite possible.
Il a donc finalement abordé le sujet de sa relation avec la deuxième princesse. Amanda l'interrompit immédiatement, disant qu'elle ne s'était jamais souciée d'elle. Taka-Fuge réalisa qu'il n'aurait pas dû accepter ce marché stupide. Fatigué de ce spectacle, il déclara catégoriquement que Rui avait lui demandé d'aider les deux princesses à parler davantage. Mais Amanda répondit qu'elle n'avait personnellement aucun, elle ne s'intéressait pas à ça. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi, et elle lui répondit qu'en tant que roturier, il ne devait pas même s'impliquer. Il se frotta le visage de frustration. Il allait devoir prendre là, c'était une voie facile. Il a de nouveau mentionné que c'était une demande de Rui et qu'il serait très triste. Si cette opportunité ne se concrétisait pas soudain, elle fut enthousiaste et lui demanda de lui expliquer les détails du plan. Au minimum, elle était suffisamment puérile pour que cette tactique fonctionne. Quelque temps plus tard, Amanda a expliqué que leur relation n'avait pas toujours été ainsi. Plus jeunes, ils s'entendaient très bien. Ils parlaient et passaient tout leur temps ensemble. Alia a toujours été intelligente et adorait jouer avec elle. Et s'amuser. C'est pourquoi Amanda j'ai toujours aimé la suivre partout. Mais un jour, sans prévenir, Alia a commencé à prendre ses distances. Peu de temps après, Amanda a eu 7 ans et a reçu le titre de première princesse, héritant du droit au trône. C'est alors qu'elle découvrit qu'Alia n'était pas vraiment sa sœur, elle n'était pas non plus la fille de la même mère. À partir de ce jour, tout changea, à la relation tendue qu'ils entretenaient désormais. En vérité, pour devenir reine, elle avait dû subir une formation extrêmement stricte. Ce n'est que grâce à cette expérience qu'elle a réalisé à quel point Alia était gentille. Elle regrettait de ne pas avoir encore Alia à ses côtés. Mais les adultes n'ont jamais permis que cela se produise, et la distance entre eux n'a fait que grandir. Elle s'est détournée et a dit que c'était tout ce qu'elle avait à dire. Taka-Fuge, au moins, comprenait maintenant. Toute son arrogance venait de la façon dont les adultes l'avaient élevée. Tout comme sa chambre, elle ne contenait rien qui la reflétait vraiment. Tout ce qu'elle possédait, et même la personnalité avait été façonné, dans une certaine mesure, par les autres. Se comporter comme un supérieur était la seule solution. Elle pouvait exprimer un tant soit peu son individualité. Amanda s'est alors allongée sur son bureau et a dit, maintenant qu'elle a tout partagé, tu devrais lui donner quelques conseils. Taka-Fuge lui a dit qu'elle devrait aller à Alia et dire, à partir de maintenant, je t'appelle ma sœur. Mais Amanda a répondu que si elle disait quelque chose comme ça, toutes les servantes commençaient à bavarder. Il rit et demanda si les servantes étaient, d'une certaine manière, supérieures à la princesse. Il était étrange que la future reine n'ait même pas été autorisée à décider comment agir. Elle essayait de expliquer que cela ne causerait que des problèmes à Alia, mais il lui a dit qu'Alia n'était pas aussi, elle était aussi faible qu'elle le pensait. Elle hésita un instant, puis finit par dire qu'elle réfléchirait à ce qu'il l'avait dit et l'avait remercié. Sans rien dire, il avait simplement quitté la pièce. Quelque temps plus tard, il raconta tout à Nala. La servante l'écouta, mais ne parut pas très enthousiaste. Elle a néanmoins dit qu'elle transmettrait le message. Notre garçon savait que c'était le meilleur moyen de le faire. Le message était passé puisque Nala était également proche de la deuxième princesse. Le lendemain matin, Nala elle vint le voir en lui disant qu'elle avait quelque chose à lui dire à propos de la seconde princesse. Il lui demanda quand et elle a dit qu'Alia avait envoyé un message disant qu'aujourd'hui ils auraient une séance d'entraînement spéciale. Le pauvre Taka-Fuge savait déjà que les ennuis allaient arriver. Au milieu d'une rue animée, il suivait les deux princesses. Il se demandait pourquoi elles avaient dû venir jusqu'ici. Juste pour une leçon. Alia a expliqué qu'il fallait s'habituer aux rues et à l'atmosphère la ville était un élément important des études sociales. C'est pourquoi il l'accompagnerait à sa boutique. Il a demandé ce qu'ils allaient acheter et elle a suggéré qu'il jette un œil à certains accessoires. Déjà à l'intérieur du magasin, il se demandait pourquoi une princesse faisait personnellement ses courses comme ça. Elle était complètement absorbée et lui a ensuite demandé lequel lui semblait le plus beau. Sans trop s'en soucier, il a juste dit que les deux étaient jolis. C'est alors qu'Alia lui a dit de se concentrer sur le cadeau.
Ce n'était même pas pour elle. Elle était confuse, alors Nala expliqua que c'était un cadeau pour la première fois. Anniversaire de la princesse. Après avoir délivré son message, Alia avait répondu que demain, ils allaient acheter un cadeau pour sa nouvelle sœur. Il disait comprendre. Mais voulait savoir pourquoi il se souciait de son opinion. Alia a dit que depuis qu'il était entré dans sa chambre il a longuement parlé, peut-être en savait-il plus qu'elle sur les goûts d'Amanda. Cependant, elle a expliqué que sa chambre ne contenait que des cadeaux et rien qu'elle avait choisi elle-même, donc n'importe quoi ferait l'affaire. La deuxième princesse a demandé si cela signifiait que les cadeaux étaient inutiles, mais il a expliqué que la valeur d'un cadeau venait de celui qui le lui avait donné. C'est pourquoi il croyait que son choix lui suffirait. Nala pensait que le garçon était gentil, mais il donnait simplement les réponses les plus rapides pour rentrer à la maison et dormait au plus vite. Pourtant, la deuxième princesse, ravie, alla immédiatement acheter le cadeau. La femme de chambre a félicité notre garçon, en disant que grâce à lui, ils avaient eu cette idée. En voyant Alia sourire, elle a ajouté que c'était vraiment agréable de la voir heureuse à nouveau. Alia s'est retournée, demandant de quoi il parlait et Nala a rapidement couvert sa réponse. 5 jours passèrent. Au moins, il avait été invité à la fête d'anniversaire de la première princesse. L'endroit était rempli de nourriture ridiculement chère et d'invités de haut rang. Tout le monde se tenait là, l'air idiot, mal dessiné, comme il le disait, tandis que notre garçon observait tout. Avec son œil de démon. Comme d'habitude, il écoutait les conversations d'Alia et se demandait où la deuxième princesse était là. Puis il la repéra, cachée derrière un pilier. Elle semblait inquiète. S'approchant de sa petite sœur. Étant donné qu'Amanda parlait avec Ryu, il était compréhensible que s'impliquer dans cette conversation serait difficile. Il décida de se calmer et de lui donner un main. Il apparut soudainement à côté d'Alia, la faisant sursauter et lui demandant ce qu'il faisait là. Takafuzi a répondu que la dernière fois, elle lui avait donné un coup de pied et qu'elle ne devait donc pas se sentir mal à ce sujet. Il lui demanda tout le courage qu'elle avait eu avant de partir, puis la poussa en avant. Elle trébucha droit sur Amanda. Les nobles la regardèrent, confus, tandis que notre garçon elle espérait que cela ne tournerait pas au désastre. Elle était déjà allée si loin et maintenant, il ne lui restait plus qu'à remettre le cadeau. Alia prit une grande inspiration et présenta le présent à Amanda. Amanda hésita. Pendant une seconde, puis elle ouvrit la boîte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle dit qu'elle voulait la porter. Immédiatement et Alia l'aida à le mettre dans ses cheveux. Elle se retourna pour lui demander de quoi elle avait l'air et Alia elle a dit que ça lui allait très bien. Amanda a souri et la fête a continué comme d'habitude. Puis Amanda a dit qu'elle voulait un autre cadeau. Elle voulait qu'Alia appelle sa grande sœur. Alia fut prise au dépourvu. Et soudain, elle se souvint de l'époque où ils étaient enfants. Elle dit qu'elle serait heureuse de le faire. Amanda fut surprise et ils s'étreignirent dans un moment d'émotion. Pendant ce temps, Takafuzi se tenait là, il pensait qu'au moins ce problème était résolu. Étrangement, le roi et la reine aussi ils semblaient heureux de cela, ce qui lui faisait penser que ses filles faisaient durer les choses sans raison. Ryu a dit à notre garçon que c'était vraiment une excellente idée de lui confier cette tâche. Notre garçon a répondu qu'il avait travaillé dur pour y arriver, alors il ferait mieux d'être bien récompensé. Ryu a dit d'accord, il essaierait de trouver quelque chose d'intéressant. Mais en regardant les deux princesses, il était sincèrement heureux que ça ait marché. Takafuzi, lui, pensait simplement que ce type était toujours il s'est comporté en héros. Il a ensuite dit au revoir, précisant qu'il allait prendre l'air. Lorsqu'il sortit, Alia s'approcha de lui et le remercia. Notre garçon lui dit simplement de ne pas s'inquiéter. Il n'y avait personne pour écouter la conversation. Alia sourit, disant que sa capacité de détection cela a vraiment facilité les choses. Takafuzi lui a alors demandé si elle se sentait mieux maintenant qu'elle avait commencé à tirer son lait. Ses émotions. Elle s'est mise en colère, affirmant que si quelqu'un ne montrait jamais ses émotions, c'était bien lui. Mais soudain, il y eut un bain de sang dans la salle de bal.
Tout le monde était sous le choc et notre garçon comprit qu'après ça, Alia ne serait plus jamais appelée la princesse poupée. Un cri résonna dans le couloir et l'un d'eux se tourna vers lui. Alia était sur le point de s'enfuir, mais il lui bloqua le passage et lui dit de rester sur place. Une tête volait dans les airs, et le roi et la reine étaient morts. Que s'est-il passé? Ici? Un homme cria, ordonnant aux corrompus de se taire. Il déclara que les anciens dirigeants avaient dépensé sans compter les finances du royaume sans se soucier du peuple. Le roi, qui n'avait rien fait pour arrêter la reine, méritait lui aussi de mourir. C'est pourquoi lui, un homme nommé Vitor, qui possédait du sang royal, allait maintenant monter sur le trône. Et la personne appelée Gianna allait être la nouvelle reine. Le commandant qui avait entraîné notre garçon pendant tout ce temps était un homme. Maintenant, les choses se compliquaient. Ils restèrent là, choqués, tandis que de pauvres hommes s'approchaient pour Mère avait la tête coupée. Elle commença à activer son pouvoir, les traitant de folles. Elle était déjà préparée une sphère de lumière, mais ma fille, ce n'est pas une bonne idée. De toute évidence, Gianna a emménagé dans elle l'a découpé instantanément. Elle ne l'a pas tuée, mais bon sang. J'ai eu pitié d'elle. Mais au moins elle avait l'air cool dès que ce morceau de déchet inutile a touché le sol. Elle est arrivée en souffrant et la brute qu'elle venait de recevoir a roulé sur le sol. Les Kuros étaient sous le choc et Gianna ordonna à Ryu de ne pas bouger. S'il attaquait de quelque façon que ce soit, il serait tué. Ce ne serait pas pacifique. C'est alors que Vitor a crié, les traitant de simples enfants et de pions. Des sorcières. Elles ont trahi la volonté des sorcières en prenant la décision insensée d'invoquer des héros. C'était un péché grave, qui ne pouvait être pardonné que par la mort. Mon Dieu, alors que la pauvre Amanda pleurait sa sœur, Gianna l'a tailladée. C'est quoi ce bordel, ma fille? Ce commandant était un véritable retournement de situation. Tout a basculé, celui que je détestais, je l'aimais maintenant, celui que j'aimais, je le détestais maintenant. Alia était sur le point de faire quelque chose, mais l'héroïne savait que c'était stupide. Elle était sur le point d'appeler sa sœur, mais il lui a immédiatement couvert la bouche, lui disant que se faire prendre serait la décision la plus stupide possible. Une rébellion était la dernière chose à laquelle il s'attendait. Vitor ordonna alors aux citoyens et des soldats pour envoyer ces fous qui s'opposaient aux sorcières à leur rencontre. Un noble essaya de dire quelque chose, mais l'homme a failli se faire taillader le dos avant qu'il puisse finir. Le salaud a même souri au ciel, déclarant qu'il avait enfin purifié toute la famille royale. Quiconque s'opposait à les sorcières mériterait la mort. Taka Fugé murmurait à Alia de se calmer, sinon elle allait mourir aussi. Soit elle faisait une bêtise et mourait bêtement sur le champ, ou alors il s'était échappé. Au moment où Amanda mourut, il courut à nouveau vers son corps. Il cria que c'était faux. Personne ne méritait de mourir pour quelque chose d'aussi insignifiant. Mais Vittore a simplement dit que les héros étaient encore trop jeunes. Aucun noble n'avait mérité la vie qu'ils avaient vécue. Ils n'ont pas compris le véritable état de leur pays, ils l'ont quand même réexaminé, ils n'étaient pas obligés de le tuer. Mais Vittore a seulement dit que s'il avait vu les horreurs de la ville, il comprendrait. Puis il ordonna à Gianna de capturer les héros. Elle activa son aura. Toujours aussi belle, mais plus dangereuse que jamais, et dit à Ryu qu'il serait mieux s'il n'a pas résisté. Mais bon sang, Ryu n'a pas toute sa tête. Il a activé sa bénédiction de limite et a envoyé la légère attaque se dirigea vers elle. Mais Gianna bougea à peine. Elle tendit nonchalamment son épée et bloqua. Elle l'a même complimenté, affirmant que sa puissance et son jugement n'étaient pas mauvais. Une fois de plus, Ryu s'élança, déclenchant une tempête de coups. Mais la façon dont Gianna il gérait tout avec calme, mais il était clair que le garçon n'avait aucune chance. Ses attaques étaient dévastatrices. La salle tendit qu'Eloé tenait une barrière, bloquant un assaut d'épée. Tameki dit qu'il fallait sortir Ryu de là et s'enfuir immédiatement. Le problème, c'est qu'ils étaient complètement encerclés par des soldats. Ce ne serait pas facile à résoudre.
Et Gianna resta calme tandis que Ryu était déjà épuisé. Elle a commenté que puisque même Tameki ne bougeait pas, cette victoire serait facile. Ryu a à peine bloqué un autre coup avant de se pencher et de demander « Que vas-tu faire ?» Même s'il continuait à se battre, il ne pourrait pas gagner. Il vaudrait mieux qu'il se rende. Afin qu'il puisse être capturé. Puis elle éliminerait la deuxième princesse sur le champ. Aliyah gisait là, elle s'est effondrée pendant que notre garçon l'a prévenue, « Je dois partir maintenant. Si tu restes ici, tu vas mourir. » Tu as bien entendu ? Elle hésita, mais il insista, lui demandant si elle allait vraiment de guérir après tout ça. Aliyah comprit ce qu'il voulait dire. Il parlait de sa sœur, comment elle l'avait abandonnée à ce moment-là. Et c'est là qu'elle a décidé. Elle n'allait pas si elle abandonnait, elle survivrait. Pour qu'un jour, elle puisse se venger. Elle n'allait pas se laisser faire. Et Gianna décida de la façon dont elle mourrait. Il sourit et dit que si tel était le cas, il l'aiderait. S'échapper. Mais désormais, il n'appellerait plus la deuxième princesse. Il l'appellerait simplement Aliyah. À cet instant précis, l'épée de Ryu se brisa. Il comprit qu'il n'avait aucune chance et Gianna elle a dit que c'était la fin. Bon sang, elle lui a envoyé un coup de pied en plein dans le ventre avec le tranchant de son talon. Ça a fait mal. Le pauvre gars a recraché son déjeuner d'il y a 3 jours, et Tamaki a immédiatement vu que ce n'était pas elle allait travailler. Il était complètement à terre et elle réalisa que plus il restait là, plus la situation devenait dangereuse, plus elle décida de sauver Ryu immédiatement. Mais en une seconde, Gianna détruisit la barrière d'Héloïse d'un seul coup. Les deux filles furent assommées, mais le commandant j'ai donné l'ordre de capturer tout le monde. Les soldats sont arrivés et les ont tous deux abattus. Au sol. Ils devraient au moins être reconnaissants de ne pas avoir eu la tête coupée. Puis elle ordonna qu'ils soient tous emmenés en prison. Et, juste pour remuer le couteau dans la plaie, Gianna donna à Ryu une dernière regardée et se demandait si elle avait perdu trop de temps à essayer de le dresser. Tandis qu'Aliyah regardait la scène se déroulant, elle pensa qu'au moins, la fille ne pourrait pas s'échapper seule. Mais ma fille, elle n'était pas seule. Elle avait notre protagoniste. Utilisant son pouvoir de détection, il a indiqué le meilleur couloir à prendre, leur permettant de passer sans les gardes en courant. Aliyah fut étonnée de voir à quelle distance il pouvait détecter la présence des gens. Quand on lui demanda si elle savait utiliser la magie, elle répondit qu'elle n'en connaissait que les bases. Il lui montra donc au bout du couloir et a dit que dans 10 secondes, 3 soldats apparaîtraient, elle devait s'en occuper. Elle hésita, demandant s'il ne pouvait pas simplement les éviter. Mais il expliqua que ce n'était pas une option. Elle prit une grande inspiration, lui fit un signe de tête, et il continua le compte à rebours. 2 secondes. Une épée apparut, 1 seconde, et elle lança une rafale d'air. 3 sphères se formèrent autour d'elle. Les soldats ont été arrachés de la tête, leur oxygène coupé, et ils se sont effondrés. Takafuji était impressionné. Pas étonnant quel ait été son professeur. Aliyah lui expliqua qu'il était bien plus facile d'utiliser la magie quand elle avait eu le temps de se préparer comme ça. Mais elle remarqua qu'il avait l'air fatigué et lui demanda s'il allait bien. Notre garçon a simplement répondu que malheureusement, leurs ennemis ne se souciaient pas de savoir s'il allait bien ou non. Puis il a continué à courir, disant qu'il devait profiter de la sécurité affaiblie. Il a réussi à éliminer les soldats, mais il était sûr qu'il n'avait aucune chance contre Gianna. Le but principal de cette évasion était de ne pas être vu par elle. Cette femme était complètement à un niveau différent. Ils trouvèrent une pièce vide, et il confirma qu'au moins, il n'y avait personne. Il a cherché une issue de secours, puis lui a demandé si tout cela lui convenait. Il a demandé parce que bon sang, il y avait eu un massacre de toutes les servantes du palais. Il était horrifié qu'il soit allé jusqu'à tuer tous les serviteurs. Aliyah se dirigea vers le coin et aplana là. Pauvre fille, elle ne méritait pas de mourir. Elle la serra fort dans ses bras, et notre garçon immédiatement se souvint de ce qu'elle avait envoyé auparavant, que le simple fait de voir la princesse sourire suffisait à la faire heureux. Il resta silencieux 1 seconde. Puis,
Au bout d'un moment, Alia déposa doucement Nala pour la reposer et la remercia. Merci de l'avoir attendu. Il a dit que c'était parfait, car il avait besoin de temps pour récupérer, mais la vraie question, comment allait-il s'échapper? Les 3 héros étaient déjà derrière les barreaux. Et Agiana expliqua qu'elle avait placé un sceau dans la prison qui était impossible à briser. À l'intérieur, alors il ferait mieux de rester tranquille. Tamaki lui a alors dit d'enlever les menottes. Si c'était le cas, elle avait raison. Mais Ryo expliqua alors qu'il était impossible que l'alliance des héros, s'ils étaient enfermés ainsi, ils resteraient silencieux. Ils allaient certainement être utilisés comme otages. Les menottes étaient là pour les empêcher de se suicider. Agiana l'a même félicité, disant que pour quelqu'un d'aussi impétueux, il était étonnamment pondéré. Mais Ryo avait son son aura s'est activé et, bon sang, il était furieux. Même les filles ont été surprises par son intention meurtrière. Rayonnant de lui. Le commandant reconnut ce regard. En repensant à ses jours sur le champ de bataille, elle avait déjà vu cette expression. Le visage de quelqu'un furieux de sa propre faiblesse, comme par le passé. Elle fixait Ryo du regard, pleine de colère. Puis elle se détourna et il a dit qu'il était trop jeune. Il ne survivrait pas longtemps s'il ne se défaisait pas de ses émotions. S'il était resté calme plus tôt, il aurait au moins pu sauver.